Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est le Grand Matin Sud Radio, 8h47 avec nous ce matin. Comme tous les matins, le professeur Jean Sibilia, bonjour. Et bonjour. Doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Une question, vous voulez revenir hier sur l'allocution d'Édouard Philippe qui parlait des modèles scientifiques qui prévoient un maximum de 3000 cas par jour pour le déconfinement pour qu'il puisse avoir lieu. Mais comment avance-t-il ce nombre et sur quelle base ? C'est un calcul compliqué, Cécile. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail du modèle mathématique qui permet de faire cette simulation-là. Oui. Mais l'objectif, en fait, de cette simulation-là est prioritairement de faire un calcul de ce que pourrait supporter en nombre de nouveaux cas notre système de santé. En fait, vous avez vu d'ailleurs que le Premier ministre a évoqué le fait que sans confinement, il aurait fallu plus de 100 000 lits de réa supplémentaires, ce qui est absolument impossible. Donc c'était pour montrer que le calcul est fait de telle sorte que s'il y avait une nouvelle circulation du virus, notre système de santé pourrait subir et supporter cette mini deuxième vague. Donc il faut faire un calcul du nombre, c'est des calculs qu'on appelle de flux, c'est-à-dire de nombre de nouveaux cas tous les jours infectés qui potentiellement peuvent arriver à l'hôpital. Et vous savez que sur le nombre de nouveaux cas infectés tous les jours, à peu près 10 à 15% arriveront à l'hôpital, voire en réanimation pour un petit pourcentage d'entre eux. Donc c'est un calcul simplement de modélisation, de se dire que notre système peut supporter sans reconfinement à peu près 3-4 000 cas par jour, et qu'à sur cette base-là, on peut continuer à vivre presque normalement, pas tout à fait normalement, mais en tout cas sans confinement massif. Donc c'est vraiment une modélisation, mais tout ça ne présume pas de ce qui va se passer. C'est ce qu'on souhaiterait. Bien sûr. On ne peut pas déconfiner avant. C'est ce qu'il a dit. Donc j'ai compris en écoutant un peu les réactions que ça avait été assez durement vécu de dire attention, mais on va peut-être ne pas ouvrir le 11 mai. Mais c'est clairement, on ne veut pas ouvrir. Mais je crois que le système ne pourrait pas supporter à nouveau une deuxième vague. Donc on ne peut ouvrir que si on est sûr d'assumer éventuellement une recirculation du virus. Donc c'est un calcul compliqué qui est une modélisation, une simulation, ça ne repose pas sur une réalité. En tout cas, c'est une réalité espérée. Il faut le prendre comme ça. Au-delà de ça, après, il y a une petite marge de manœuvre, évidemment, quoi. Merci de cet éclairage en tout cas. Et vos appels 08 126 300 300 avec Louise qui nous appelle de l'Aveyron. Bonjour et bienvenue Louise. Oui. Bonjour à vous tous et merci pour votre émission. Bonjour professeur. Merci, voilà madame. La question que je me pose. Je suis mamie d'un petit Baptiste de 3 ans, mon fils qui retravaille, ma belle-fille également, et je me pose la question, est-ce que je peux le garder ? J'ai 72 ans, pas de pathologie particulière, mais un petit bout de chou de 3 ans qui va demander des câlins, qui va demander... voilà la question que je me pose. Oui. Une très bonne question de grand-mère, ça c'est normal et je pense que ça préoccupe tout le monde. On a à nouveau envie de faire des câlins, ça me paraît clair, mais il va falloir faire moins de câlins qu'avant quand même, il faut en être conscient, mais votre question de grand-mère est importante. Alors, 2 éléments de réponse. Premier élément de réponse, si votre petit bout de chou n'a pas eu de contact avec d'autres petits ou d'autres membres extérieurs, à l'issue maintenant du confinement, ce petit ne porte pas le virus, par définition. S'il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu de contamination, il n'y a pas de symptômes et il n'a pas eu de possibilité d'attraper le virus. Donc en fait, il est sain, entre guillemets, même si on n'a pas fait de test, on peut quand même présumer très largement qu'il est sain, qu'il ne porte pas le virus, donc vous pouvez lui faire des câlins, il n'y a pas de risque. En revanche, évidemment, si le petit retournait, alors ce n'est pas l'école, mais s'il retournait en crèche, ou s'il retournait dans son milieu familial, dans lequel il y a son papa, sa maman, qui travaillent à l'extérieur et qui rebossent à partir du 11 mai, évidemment, ce petit peut à ce moment-là être porteur du virus et contaminer son environnement. Vous savez c'est la deuxième réflexion, vous savez qu'on a un peu mieux analysé les choses. Au départ, on disait que les petits portaient beaucoup le virus, transmettaient beaucoup le virus. Il semblerait que ça soit moins le cas. Il est toujours vrai que les enfants s'infectent peu, font peu de formes graves. Ça existe malheureusement, mais c'est très rare. Et ils portent probablement moins, ils contaminent probablement moins que ne croyaient. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne contaminent pas, voyez. Et donc c'est toute la question de l'école. Est-ce que si on veut maintenir le nombre de nouveaux cas à moins de 3000 par jour, est-ce qu'on peut s'autoriser des rassemblements collectifs que sont l'école, les lycées, etc., qui sont des endroits où le virus peut recirculer. Donc ça sera ça la question qui dépasse un peu la question de la grand-mère, mais qui va être la question globalement de l'école. C'est quoi le risque qu'on peut prendre, les risques collectifs qu'on peut prendre pour que la vie reprenne, parce que sinon, effectivement, on ne va rouvrir les écoles que
qu'en septembre. Et vous vous rendez compte, c'est 6 mois d'arrêt de tout, c'est quand même compliqué. Et puis on l'a pas beaucoup dit, mais je trouve que c'est un bon argument. Il faut roder septembre. Donc je trouve que la reprise de l'école, de façon évidemment contrôlée, acceptée, protégée, etc., est peut-être une bonne façon de préparer la, entre guillemets, vraie rentrée de septembre, parce qu'on va modéliser un peu ce qu'on peut faire en septembre. Et septembre, il est quand même possible, voilà, sans être très pessimiste, il est possible que le virus circule encore et qu'il faille continuer à avoir des mesures de protection à la rentrée. Donc autant tester un peu maintenant, pendant quelques semaines, roder le modèle pour que ça redémarre sur des bonnes bases en septembre, mais des bonnes bases avec protection, très certainement. Certainement. Et pour répondre à Louise, donc il faut bien étudier bien sûr le périmètre dans lequel elle va se trouver et dans lequel se trouvent les parents de son petit-fils. Je vais rebondir avec vous justement, Jean, sur cette information qui vient du Royaume-Uni, qui a observé depuis plusieurs jours la multiplication de cas d'enfants présentant un syndrome multi-inflammatoire potentiellement lié au nouveau coronavirus. Qu'est-ce qu'on peut en dire ce matin ? Oui, j'ai regardé ça d'assez près de ce qu'on pouvait en voir, parce que ça ne sont que des informations qui sont anglaises, mais françaises aussi. Cette observation a été faite aussi, notamment par nos collègues amis de Necker. Difficile aujourd'hui de donner une information claire, parce que ces cas ne sont pas analysés. Donc, comme d'habitude, ne mélangeons pas l'élément médical et scientifique affirmé et puis un signal. Le signal doit être analysé, en fait. On est là pour détecter tous les signaux qui se présentent, et maintenant il va falloir analyser les choses. Mais il est vrai que c'est une préoccupation. Ces enfants présentent une forme d'atteinte cardiaque que l'on connaissait dans d'autres circonstances. Alors le nom scientifique, c'est syndrome de Kawasaki, en fait. C'est un tableau qui ressemble à ces maladies qui sont des maladies connues depuis très longtemps et qui sont des maladies effectivement induites par des virus ou des bactéries et qui touchent le cœur des enfants. Donc il y a une sorte d'inflammation du cœur des enfants, et ça correspond, c'est vrai, assez bien à ce qui a été dit par quelques séries pédiatriques, que l'enfant est plus souvent touché dans le cœur que dans le poumon, pour des raisons qu'on commence à comprendre aujourd'hui. Donc prudence, mais force est de constater en Angleterre et chez nous que beaucoup d'enfants ne sont pas Covid-19 positifs, ce qui nous pose vraiment un problème. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Donc je crois que ça mérite vraiment une analyse fine, mais une fois de plus, prudence et sagesse, c'est un signal. Il faut le regarder avec beaucoup d'attention. Il faut analyser les choses. Nos collègues pédiatres vont le faire. Voilà, ils sont vraiment sur le front maintenant, aussi bien en Angleterre qu'en France. C'est un signal qu'il faut garder à l'esprit. Ça va être important. Rappelant quand même, pour rassurer les gens, rappelant que ça ne sont que quelques enfants. Il n'y a pas aujourd'hui d'épidémie ou quoi que ce soit. Mais c'est une observation de quelques enfants qui ont fait des formes graves. Un peu inattendu. Voilà, c'est ça le signal. Il n'y a pas d'épidémie, on peut rassurer les gens aujourd'hui. Vos enfants ne risquent pas cette complication-là. Mais ça a été observé, il faut l'analyser et on reviendra évidemment. Il faut en tenir compte. Oui, absolument. Alors, il y a une question qui revient assez souvent aussi, c'est sur le scanner, qui serait l'un des tests les plus efficaces pour visiblement détecter le Covid-19. Et pourtant, certains patients se sont fait refuser le scanner pour cause, et, selon eux, de nocivité des rayons. Est-ce que c'est possible ? Non, honnêtement, nocivité des rayons, oui, le scanner irradie, il ne faut pas faire 50 scanners dans sa vie, on l'oublie de temps en temps, mais un scanner, c'est quand même de l'irradiation, donc même s'il y a des scanners à basse irradiation maintenant, qui donnent des renseignements intéressants, mais clairement, c'est aberrant c'est une remarque aberrante. S'il y a besoin d'un scanner, s'il y a une indication à un scanner pulmonaire dans ce contexte-là, l'argument de dire c'est irradiant ne tient pas une seconde. Alors c'est peut-être c'était une façon d'éconduire de façon très maladroite à mon sens le patient et la personne. On explique que si c'est indiqué, c'est indiqué. Si c'est pas indiqué, c'est pas indiqué. Mais c'est pas parce que ça irradie, ça c'est pas un argument. Bon, comme ça c'est assez réglé. Avec Christian aussi qui voulait vous poser une question, qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Je vous remercie de me donner la parole. J'ai une interrogation, comme beaucoup de Français, je m'interroge sur l'interview d'un animateur qui a été touché par le Covid-19 de Sud Radio. Cette personne, au bout d'une dizaine de jours, a vu son état se dégrader du point de vue pneumologique, et il a appelé l'hôpital par qui il était suivi, qui a dépêché
un médecin du SAMU. Ce médecin du SAMU, au vu de la pathologie, il a prescrit de la chloroquine et de l'azithromycine, c'est ça? Oui, c'est ça. Et suite à ce traitement, il disait à vos animateurs que ça allait beaucoup mieux. Donc, ça prouve encore, une fois, c'est un témoignage sur la chloroquine et ce traitement au début du symptôme. Et ça pose question, bien sûr. Et je me pose une autre question, c'est qu'il y a eu un autre traitement qui a été dévoilé il y a 2 jours, qui a été testé sur 129 patients, sur des patients qui présentaient une forme déjà grave au point de vue pulmonaire. Il y a un espoir sur ce médicament, mais la question c'est que ce médicament, apparemment, il vaut, d'après ce qu'a dit le docteur qui en parlait, plus de 900 000 euros. Il vaut très cher, oui. Il va vous répondre, Jean Sibilia va vous répondre, mais c'est un médicament qui est donné en hôpital, hein, Jean. Oui, tout à fait, oui. Alors, deux réponses. La première, on va répéter ce qu'on a déjà dit. Le Covid-19 est un virus agressif, qui est contagieux et agressif et qui donne des formes sévères ou graves dans 15% des cas. Donc, on va le faire simple. Vous voyez, je donne donc de la chloroquine et de l'azithromycine à 100 personnes affectées par le Covid. 100 personnes. Je ne pose pas de questions. Les 100 personnes que je vois, je leur donne azithromycine, plaquenil, et je les revois à 8 jours. Forcément, mathématiquement, 8,5 sur 10, c'est-à-dire pratiquement 9 sur 10, vont vous dire « je suis guéri ». Mais comme les mêmes sujets qui n'auront pas pris de traitement, puisque 8 à 9 patients sur 10 guérissent dans les 8-10 jours. Ils gardent de la fatigue, je ne dis pas, mais ils guérissent. Donc forcément, vous allez avoir 90% des gens qui ont pris de l'azithromycine et du plaquenil qui vont dire que je vais mieux. Donc c'est le principe du risque de ce virus qui est à la fois bénin pour certains et très grave pour d'autres. Donc forcément, si vous ne mesurez pas ça par une étude très précise, les réactions individuelles, elles sont intéressantes parce que c'est une description de ce qui s'est passé, il y a de l'émotionnel, ça permet de partager des choses et c'est très, très fort, mais ce n'est pas une preuve scientifique. Vous voyez, 9 malades sur 10 qui prennent ou qui ne prennent pas de traitement vont aller mieux, enfin en tout cas 8 sur 10 au moins vont aller mieux. Donc on ne peut pas en tirer un renseignement médical. C'est un renseignement humain, c'est un renseignement qui fait du lien et qui permet de partager des choses. Et je pense dans ces moments si durs, c'est important de se parler, c'est important de partager, c'est même fondamental, mais ça n'est pas un renseignement scientifique. Il faut rappeler ça. Oui. Et d'ailleurs, il faut rappeler que les dernières études, il y en a presque 2 par semaine ou 3 par semaine maintenant qui sont publiées. Oui. L'ensemble des études publiées ces 2 dernières semaines sont en défaveur du plaquenil et de l'azithromycine ou du plaquenil, avec même une surmortalité sous plaquenil pour un certain nombre d'études. Donc, je n'ai pas, moi, encore d'avis définitif. Vraiment, j'essaie d'être le plus sage possible, le plus juste. Ça poursuit son cours. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Jean Sibilia, d'avoir été avec nous ce matin. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio, et merci pour vos questions au 0826 300 300. Il est 8h.